À la une de l'actualité en France, Valérie Pécresse, candidate des Républicains, elle l'a emportée face à Éric Ciotti et appelle au rassemblement de la droite. La fin de la tournée express d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Ce samedi à Jeddah, il s'est entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Outre le dossier libanais, le président français affirme avoir évoqué la question des droits de l'homme. Et puis face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron, certains pays envisagent de rendre la vaccination obligatoire. C'est le cas de l'Allemagne, mais là-bas, vous verrez que le sujet est particulièrement sensible. Reportage à suivre de nos correspondants. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez en France, c'est donc Valérie Pécresse qui devient la candidate des Républicains pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Elle a remporté la finale de la primaire face à Éric Ciotti avec plus de 60% des suffrages. Écoutez sa réaction. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. Elle est unie. Et elle part au combat avec une volonté implacable parce que la France ne peut plus se permettre d'attendre. Une femme pour représenter la droite, c'est une première en France. Cette victoire marque un tournant dans la longue carrière politique de Valérie Pécresse. On voit ça avec Ethan Haji. Notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. C'est une première dans l'histoire politique de la droite française et c'est Valérie Pécresse qui incarne désormais le nouveau visage de cette droite républicaine. Cap sur la présidentielle de 2022 pour cette femme de 54 ans qui a méthodiquement gravi les échelons du parti Les Républicains jusqu'à devenir incontournable. Valérie Pécresse, née en juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, et suit un parcours d'excellence. Baccalauréat à 16 ans, puis HEC et ENA, elle se construit rapidement une image de femme bosseuse, méthodique et structurée. Une cacique de la droite qui fait ses armes auprès de son mentor Jacques Chirac, puis en tant que députée, avant d'obtenir différentes fonctions ministérielles sous Nicolas Sarkozy. En 2015, cette mère de 3 enfants est propulsée à la tête de la région Île-de-France. Valérie Pécresse est ensuite réélue en 2021. Elle s'est consacrée ces dernières années à la présidence de la région, sans pour autant abandonner ses ambitions nationales. Dès 2017, elle prend ses distances avec les Républicains et lance son propre mouvement politique baptisé Libre. Son credo, une droite ferme, sociale et réformatrice. Le succès est au rendez-vous. Une centaine de maires, parlementaires et autres conseillers régionaux rejoignent le mouvement. La passionnée de boxe s'est donné des coups. Et même si elle est aujourd'hui à la traîne dans les sondages, avec environ 10% d'intention de vote, elle a promis de tourner la page Macron. Emmanuel Macron de retour à Paris après une tournée express dans le Golfe. Après les Émirats arabes unis et le Qatar, le président français était ce samedi à Jeddah en Arabie Saoudite où il a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il affirme avoir abordé avec lui la question des droits de l'homme. Regardez. Une longue poignée de main, particulièrement scrutée. C'est le moment le plus délicat du voyage d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le président français est le premier chef d'État occidental à rencontrer le prince Mohamed Ben Salman depuis 3 ans. Depuis que l'homme fort de Riyad est mis au banc des nations, accusé d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron, qui affirme ne pas avoir évité les sujets tabous. Nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace. Pour le président français, impossible de peser dans le Golfe, région sous tension, sans parler à l'Arabie saoudite, au risque de choquer. Derrière ces poignées de main critiquées, c'est son rôle stratégique, militaire et économique que la France veut affirmer. Parmi les sujets abordés, le Liban et la brouille diplomatique entre Riyad et Beyrouth. Emmanuel Macron se pose en intermédiaire et annonce le retour du dialogue entre les deux pays, avec une attente claire sur le rôle de l'Arabie saoudite.
Le président Macron voudrait qu'elle réouvre le robinet de l'aide au Liban qui est en très mauvaise situation. Le Liban est au bord de la faillite et toute aide qui sera apportée au Liban viendra accorder une respiration à ce pays très lié à la France mais qui est dans une situation catastrophique. Emmanuel Macron rentre en France ce soir, convaincu de la nécessité d'avoir renoué les liens avec Riyad, malgré les controverses. En France, la 5e vague de Covid continue de déferler. Plus de 50 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Le pic est attendu fin janvier, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véran qui a annoncé que 10 millions de Français ont déjà reçu leur dose de rappel de vaccin. Le reportage de nos confrères de France 2. C'est un centre de vaccination éphémère dans une grande galerie commerciale de Dijon, où les candidats à la 3e dose se bousculent depuis quelques heures. Jeunes pour la plupart et soucieux de préserver leurs proches pendant les fêtes de fin d'année. Mais c'est en priorité quand même parce que j'ai envie d'être protégé, de protéger ma famille, mon entourage. J'ai voulu prendre rendez-vous sur Doctolib, il n'y avait pas de place avant janvier. Et je suis venue faire des courses et comme ça c'est fait. Prendre de vitesse une 5e vague qui progresse à un rythme soutenu sur tout le territoire. Hier, 49 858 nouveaux cas positifs ont été recensés, plus 58% en une semaine. En hausse également, les admissions à l'hôpital, tout particulièrement dans les services de soins critiques. 194 hier, là encore plus 51% en une semaine. Un rebond épidémique qui inquiète les soignants, mais qui pour l'instant submerge moins les hôpitaux que celui de l'hiver 2020. L'hiver dernier, nous avions une arrivée plus importante en nombre de patients, car il n'y avait pas de vaccination encore en cours. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Nous voyons néanmoins monter progressivement le nombre de patients hospitalisés pour une forme grave de Covid-19. La majorité de ces patients sont non vaccinés. Sans mesure de freinage supplémentaire, les spécialistes estiment que cette nouvelle vague ne connaîtra son pic que dans quelques semaines. Et c'est dans ce contexte que les soignants sont descendus dans la rue ce samedi un peu partout dans l'Hexagone. Manque de personnel, lits fermés, démissions en cascade. Ils ont manifesté pour défendre le système de santé. En Allemagne, face à la nouvelle vague de contamination, les autorités préparent les esprits à la vaccination obligatoire. Mais outre-Rhin, vous allez voir que le sujet est très sensible. C'est un reportage signé Anne Maillet, Willy Mahler et Nick Spicer. À peine annoncée, l'obligation vaccinale mobilise déjà les anti-vax. À Potsdam, dans l'est de l'Allemagne, le parti d'extrême droite AfD, bien implanté dans la région, est à l'origine de cette veille. 48 heures pour protester contre une mesure qu'il qualifie de dérive autoritaire. Wollen wir uns alle 6 Monate spritzen lassen, freie Menschen zu sein? Soll das die Zukunft sein? Ich halte das für einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Ich halte es für im Grunde genommen verfassungswidrig. Dans cette région, parmi les plus réfractaires, moins de 63% de la population est doublement vaccinée. Ici, on a pourtant bien connu l'obligation vaccinale. En RDA, une vingtaine de vaccins étaient obligatoires et personne ne s'en plaignait selon cette doctoresse. Das kenne ich. Genau, zack, zack, da gab es so eine Spritzpistole. Plus de 30 ans après la fin du régime communiste, l'opposition fondamentale d'une partie de ses concitoyens lui échappe. Und ich glaube, wirklich durch diese ganze Situation zu kommen, jetzt bei Covid, wir haben es beim Pocken gesehen, wir haben andere Infekte, wir sehen es bei den Masern, da hat sich das ja schon ein bisschen rentiert. Und Pocken haben wir auch nur ausgerottet, indem es eine Impfpflicht gab. Seule cette vaccination contre la rougeole est actuellement obligatoire en Allemagne pour les enfants et certains corps de métier. Mais dans un pays encore traumatisé par les dictatures est-allemandes et nazies, le sujet reste sensible et à juste titre selon cette historienne. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gab es ja einen gesonderten Ärzteprozess, weil es eben Ärzte gegeben hat, die Menschenversuche gemacht haben und eben auch um Impfstoffe unter anderem zu entwickeln, die Menschen krank gemacht haben, um Impfstoffe zu testen. Diese Verbrechen sind doch in der deutschen Erinnerung sehr stark geblieben und deswegen gibt es vielleicht eine generelle Vorsicht oder besondere Sensibilität. Face à la pandémie de Covid, pourtant, un consensus politique autour de la vaccination obligatoire semble d'ores et déjà acquis. 2 tiers de la population y est favorable. La loi pourrait entrer en vigueur dès février 2022.
On part à présent en Serbie. La Serbie où des milliers de personnes ont bloqué de grandes routes du pays ce samedi. Une manifestation contre un projet minier de Rio Tinto soutenu par le gouvernement. Le géant minier anglo-australien prévoit d'exploiter une mine souterraine de lithium. Cela fait plusieurs jours que dure cette mobilisation. Écoutez la réponse aux manifestants du président Alexander Vučić. Je peux vous promettre que nous allons parler à la compagnie Rio Tinto pour que les décharges soient déplacées, pour qu'ils ne se préoccupent pas uniquement de leurs profits, mais pour aussi prendre soin de la santé des gens, de la vie et de la survie de leurs terres. Sur ce point, nous serons très rigoureux, très fermes, très explicites et extrêmement déterminés. On en vient à cette visite du pape François en Grèce, à la rencontre des orthodoxes dans ce pays régulièrement confronté à un afflux de migrants. Il a pointé du doigt la responsabilité de l'Europe dans cette crise migratoire et déploré qu'elle soit parfois bloquée et, je cite, déchirée par les égoïsmes nationalistes. Un discours qui s'ajoute à celui tenu la veille à Chypre où le pape a là fustigé, je cite, le mur de la haine dressé contre les migrants. Dans l'actualité africaine, à présent au Mali, au moins 30 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque de djihadistes présumés. Elle a visé un véhicule de transport près de Bandiagara, dans la région de Mopti, au centre du pays. Les victimes sont des civils. Et puis, journée de vote en Gambie. Près d'1 million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir le prochain président. Ils devaient choisir entre le sortant Adama Barrow et 5 autres candidats. Pour ce premier scrutin présidentiel de l'ère post-Yahya Jammeh, il y avait du monde dans les bureaux de vote. Les résultats sont attendus demain, dimanche. Les Gambiens ont beaucoup d'attentes. La Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale, est aussi l'un des plus pauvres au monde. Kevin Battista. Banjul, petite capitale marquée par la pauvreté, est à l'image de la Gambie. Ancienne colonie britannique, enclavée à l'intérieur du Sénégal, la Gambie est un petit État un peu plus grand que la région Île-de-France, 11 000 km². Avec moins de 2 500 000 habitants, en grande majorité musulmans, le pays est l'un des plus densément peuplés en Afrique. C'est aussi l'un des États classés parmi les moins avancés selon les critères de richesse de l'ONU. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avant la pandémie, son économie reposait essentiellement sur le tourisme, l'agriculture et les transferts d'argent de la diaspora qui représentaient presque 22% du produit intérieur brut, d'après la Banque mondiale. Aujourd'hui, le tourisme est quasi à l'arrêt. 10 000 Gambiens auraient contracté le Covid-19. À peine 10% de la population serait totalement vaccinée. Entre son indépendance en 1965 et 2016, le pays n'a connu que 2 présidents, dont Yahya Jammeh, un militaire qui a régné sans partage de 1994 jusqu'à sa défaite dans les urnes face à Adama Barrow. Une commission nommée Vérité, Réconciliation et Réparation, créée en 2017, accuse son régime de multiples exactions. La misère et une démocratie fragile, 2 facteurs qui ont poussé des milliers de Gambiens à s'exiler. En 2017, la Gambie était l'un des principaux pays d'origine des migrants traversant clandestinement la Méditerranée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.